Bonjour et bienvenue à Échangeur Turcotte, une émission où on parle d'enjeux importants pour la MRC. Maria Chapdelaine. Cette semaine, on va parler de tourisme. Oui, on en reçoit tout l'été. Il y a certains d'entre vous même qui peuvent découvrir partir à l'étranger, mais aussi découvrir la région, parce que le tourisme, c'est découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, on va parler de ça. Ça fait longtemps que j'ai le goût de faire cette émission-là. Avec moi, j'ai Stéphane Daudelin, conseiller en développement touristique à la MRC Maria Chapdelaine. Bonjour. Stéphane. Bonjour. Et Patricia Cahouette, coordonnatrice au développement touristique pour Tourisme Dolbeau-Mistassini. Bonjour Patricia. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, oui, oui. Merci. Là, on a deux entités. Là, on va parler de la MRC, on va parler de Tourisme Dolbeau-Mistassini. C'est quoi la différence entre vos rôles? Est-ce que vous pourriez m'expliquer ça juste un peu pour démêler la population, Stéphane? Au niveau de la MRC, c'est d'essayer de développer le tourisme, essayer d'attirer plus de tourisme sur le territoire pour générer notamment des retombées économiques, mais pas que. On y reviendra peut-être un peu plus tard, là, mais c'est l'objectif principal, c'est d'essayer de dynamiser le secteur avec le tourisme pour générer des retombées. Fait que vous travaillez beaucoup avec les entreprises, j'imagine. On travaille avec les entreprises, on travaille avec les instances régionales, provinciales, à différents niveaux. À différents niveaux, d'accord. Et toi, Patricia? Ben, de mon côté, à Tourisme Dolbeau-Mistassini, c'est certain qu'on parle de développer, promouvoir et mettre en valeur le territoire de Dolbeau-Mistassini. Fait que moi, je suis vraiment concentrée au niveau de la ville. Puis on travaille vraiment en étroite collaboration, bien entendu. Vous n'êtes pas là, des adversaires, là. Vous travaillez ensemble, main dans la main, parce que vous visez, j'imagine, les mêmes objectifs. Puis pour toi, comme Dolbeau-Mistassini, la ville centrale dans la MRC, ça va être important que ça marche bien à Tourisme Dolbeau-Mistassini. La ville centre, c'est la ville de service, c'est celle qui procure les principaux services. On retrouve l'hébergement, on retrouve la restauration. Il est important que la ville centre soit, je dirais, en santé au niveau touristique pour que ça puisse rayonner ensuite sur les autres territoires qui n'ont pas forcément les mêmes services à offrir aux populations. Et pour toi, Patricia, j'imagine aussi les autres municipalités, c'est important parce que vous nourrissez à quelque part. Tout à fait. L'offre se complète. On ne veut pas se copier nécessairement. Ouais. On veut se compléter. Ouais. Moi, je crois beaucoup au travail collaboratif. Ouais. Vraiment, je pense que l'avenir, c'est ça. C'est de travailler avec nos forces, puis s'élever tout le monde ensemble pour offrir quelque chose de qualité pour les gens de passage ici. Le but, c'est pas de se faire de la concurrence, tu sais. Ouais. Je pense que chaque municipalité a quelque chose à offrir d'intéressant. Puis, avec Stéphane, on travaille à justement soulever nos forces, travailler là-dessus, vérifier si on peut pas trouver des opportunités de financement. Ouais. Ça aussi, c'est important. Les programmes gouvernementaux, vous pouvez en profiter. Puis Exactement. Comment arrimer tout ça, là? C'est ça. Puis on est beaucoup dans le partage aussi. Quand on voit un programme sortir, ben là, on s'appelle, on s'envoie des messages. Puis même au niveau des autres municipalités, souvent, je parle à mes homonymes des autres municipalités, comment ça va chez vous. Ouais. Tu sais, par exemple, Tourisme Dolbeau-Mistassini, on opère 2 campings. Ça arrive souvent que j'appelle mes collègues qui gèrent d'autres campings dans d'autres municipalités pour voir comment ça va, telle situation. Par exemple, la restauration aussi. On vit des moments plus difficiles en restauration. Donc, souvent, moi, j'aime ça parler à mes collègues pour voir comment, ensemble, on pourrait essayer de trouver des solutions à nos problématiques. D'accord. On va essayer de définir un peu certains concepts là, pour qu'on parle de la même chose tout le monde et que nos auditeurs comprennent de quoi on parle. Quand on parle d'une nuitée, ça c'est une journée, mettons une nuit où on va dormir à l'endroit, c'est ce que c'est ça? C'est ça. C'est une personne qui passe une nuit oui. dans un établissement touristique. OK. Donc d'hébergement. Une personne peut générer plusieurs nuitées si elle séjourne plusieurs jours. Donc c'est cette base-là de nuitée, nous, qui est un élément de calcul intéressant pour voir l'attractivité du territoire, le nombre de personnes qui ont séjourné chez nous. Si moi j'ai ma famille, on est 5, on arrive, on compte pour une nuitée ou pour 5 nuitées? Pour 5 nuitées. Ah, OK, OK. Non, mais je pourrais être sûr là, qu'on parle de la même chose. Exact. Puis si vous résidez 2 jours, vous comptez pour 10 nuitées. Oui, d'accord. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. On est payés, nous autres. Oui. Les belles retombées. Les belles retombées. C'est quoi un lit? On parle beaucoup en nombre de lits, là. Comment que tu définirais ça? Je vais laisser Stéphane répondre à ça, oui. Un lit, c'est un endroit où on peut effectuer une nuitée. Par exemple, dans une chambre d'hôtel, on a 2 lits. 2 emplacements. Pour dormir, on peut accueillir 2 personnes. Donc, un hôtel génère... Donc, une chambre d'hôtel peut générer... Jusqu'à 2 nuitées par chambre. Par chambre. Un camping, c'est 4 ou 5, je crois, le facteur qui est appliqué.
et ainsi de suite. Il y a différents types d'hébergements avec différentes capacités d'hébergement. Fait que ça nous dit quand vous dites, mettons, le nombre de lits disponibles, ça, c'est le nombre de lits, pas le nombre de nuitées, parce qu'on peut embarquer plusieurs personnes dans la même chambre. C'est ça. Exact. Mais au final, ce qui est intéressant pour nous, c'est de connaître le nombre de nuitées à la fin de la saison. D'accord. À la fin de la saison ou à la fin de l'année, quand on fait les bilans, on calcule en termes de nuitées pour évaluer les retombées économiques sur le territoire. Et comment vous faites pour calculer les retombées économiques quand on ne dort pas? Tu sais, mettons, moi, j'habite Saint-Gédéon. Moi, je viens, mettons, je viens passer la journée avec ma famille, puis je suis natif d'ici, je veux faire découvrir des affaires, mais je retourne chez nous. Comment vous faites pour calculer mon impact et mon impact touristique? Est-ce que c'est clair, ma question? C'est tout à fait clair. Il y a 3 catégories que je qualifierais de, allez, employons le terme tourisme, même si c'est pas, disons visiteur. Il y a 3 catégories de visiteurs. Il y a le touriste, celui qui vient et qui va dormir ici. OK. Il y a l'excursionniste, celui qui vient d'une distance d'au moins 40 km, OK. qui va venir assister, qui va venir consommer des produits touristiques sur le territoire et qui va repartir chez lui le soir. Comme c'est l'exemple que je viens de donner. Puis il y a le local, la personne qui habite dans une distance de moins de 40 km. Habituellement, le touriste, il va dormir, OK. il va manger, Ouais. puis il va consommer des produits touristiques, des activités. L'excursionniste, il ne va pas dormir, Mais il va manger. il va manger, probablement, peut-être un seul repas, Ouais. puis il va consommer un produit touristique. Et le local, il va plutôt juste consommer un produit touristique. OK. Oui, ce qui est normal aussi. Parce que Puisqu'il n'est pas loin, il peut retourner chez lui manger. Ouais. Il peut partir de chez lui après le repas, venir consommer l'activité touristique, puis rentrer chez lui après l'activité touristique. Parfait. C'est quoi le portrait de notre industrie touristique? Là, on va parler de la MRC, de Dolbeau-Mistassini. C'est quoi? Est-ce qu'on a... Tantôt, quand tu parlais de la Ville-Centre, tu parlais c'est là qu'il y a l'hébergement. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'hébergement dans les autres municipalités ou peu? C'est pas que l'hébergement à une ville-centre, c'est les services. Oui. L'hébergement, la restauration, on en retrouve un peu partout, mais il y a différents services. Tu sais, quand on se déplace en vacances, on aime aussi avoir un certain nombre d'autres services connexes. C'est rassurant de savoir qu'il y a des services de santé, c'est rassurant de savoir qu'il y a des pharmacies, c'est rassurant de savoir qu'on peut accéder à un certain nombre de services comme ça. C'est pas dans les petites municipalités qu'on va le retrouver. On souhaite que ça fasse pas partie de l'expérience du voyage, mais on est toujours rassuré de savoir qu'on dispose de ces services-là quand on se déplace, au cas où il arrive quelque chose. Oui, d'accord. Et c'est la ville de Dolbeau qui renferme ces différents services-là. Oui. Ça peut être des banques, on a besoin d'accéder à des guichets automatiques, on a besoin d'avoir de l'argent. On retrouve ces services-là principalement concentrés dans la ville-centre. On dirait quoi, 80% de ces services-là qu'on va retrouver ou on ne met pas de pourcentage? J'ai pas de pourcentage à vous donner Non, très c'est correct. exact, là, mais On pourrait penser là, que c'est quand même notable là, comme que la majorité des C'est services qu'on va retrouver. et c'est normal, c'est la ville-centre, c'est 15 000 habitants, c'est une ville construite avec des services pour 15 000 habitants, ce qu'on ne retrouve pas dans des petits villages de quelques centaines d'habitants aux alentours. Puis dans les petits villages, dans les petites municipalités, on trouve souvent des campings, mais peut-être moins d'autres hébergements. Est-ce que je me trompe? Il y a des résidences quand même de type Airbnb, pour ne pas les nommer. Oui. Mais majoritairement, on retrouve des campings. Du moins à Dolbeau-Mistassini, puis Stéphane, tu me corrigeras si je me trompe, mais à la grandeur de la MRC également. Le camping est l'offre d'hébergement qui est le plus développée, je dirais ça. Est-ce que c'est parce que nous, la majorité du tourisme qu'on fait, c'est l'été? Parce que le camping, non, mais... C'est très saisonnier, effectivement. C'est très saisonnier. Il y a à peu près 36 % de notre offre d'hébergement qui est saisonnière. OK. Donc, dans la MRC, quelqu'un qui arrive l'automne, l'hiver, a très peu de possibilités d'hébergement, malheureusement. L'hiver, ça doit quand même... tu sais, avec les motoneiges, on est quand même le royaume de la motoneige, là. Non, mais il doit avoir... Tu sais, ça doit être plus automne-printemps que ça doit être plus difficile. Ou... Effectivement, les saisons plus tranquilles, là, les entre-saisons. Mais l'offre hivernale commence à se développer. Ça commence à devenir intéressant, notamment avec la passerelle du 49e parallèle. Il y a décloisonné tout le monde, en fait. Là. Voilà, puis qui donne accès à l'arrière-pays. Ça, c'est vraiment très intéressant. Puis la passerelle qu'on vient d'inaugurer l'année dernière, le parc régional vient d'inaugurer l'année dernière, celle sur la Péribonka, qui nous ouvre vers les Monts-Valin. Et on sait que les Monts-Valin sont un secteur qui est très, très, très achalandé et ça permet d'avoir un accès sécuritaire vers le territoire de la MRC et on espère
Faire découvrir bénéficier effectivement de cette clientèle-là qui pourrait venir pratiquer les sentiers qu'on retrouve chez nous, qui sont nettement moins achalandés que ceux qu'on retrouve au niveau du Mont-Valin. Oui, d'accord. Puis on reste avec une belle qualité de neige, de la neige en profusion, des paysages extraordinaires. Fait on a tout ce qu'il faut, je pense, pour attirer... Aujourd'hui, on a une les plus grande infrastructures, effectivement, pour la motoneige qui sont présentes. Ça, c'est en grande partie à cause du travail du Parc régional des Grandes Rivières qui a beaucoup œuvré pour développer les sentiers de motoneige et accessoirement en été, ça devient des sentiers de quad. Oui. Mais on a encore du travail à faire au niveau des services, que ce soit la restauration, que ce soit l'hébergement. On a encore des... L'essence. Non, parce on a encore des... Tu sais, c'est le fun de dire je m'en vais dans le fin fond du monde, mais il faut revenir. Oui, ça. Tout à fait. Puis au niveau des festivals et événements aussi, l'hiver, c'est plus tranquille un petit peu. Oui, parce que l'été, c'est le royaume des festivals et Voilà. événements. Là. Mm-hmm. Ah oui. OK. Au niveau de l'hôtellerie, on a... au niveau des campings, mettons, de Beaumont-Mississini, on a le camping des Chutes, on a le camping Saint-Louis, plus qu'à Vauvert. Vauvert, on a quelques campings privés, là, le camping de l'Amicale également. Ah oui, ben oui, c'est vrai. Essentiellement, on a 6 campings sur le territoire de Beaumont-Mississini uniquement. OK. Puis, quand on parle d'hébergement en hôtellerie, on parle de 5 établissements. OK. Donc, on voit que le camping est majoritaire. Et majoritaire pour le moment. Ouais. Et grosso modo, sur la MRC, c'est ça. On a à peu près une vingtaine d'établissements d'hébergement et à peu près une trentaine de restaurants qu'on retrouve là, en termes de services là, à l'échelle de la MRC. OK. Bon. Ça c'est... Donc, c'est quoi les défis là, que vous avez? T'sais, la différence des défis entre été et hiver, parce que pour vous, les problématiques doivent être différentes, j'imagine, ou pas du tout? Peut-être que je me trompe. Moi, on jase. On jase. C'est correct. Mais je dirais que le défi est le même dans tous les secteurs, à tous les niveaux. La main-d'œuvre demeure un grand défi. On parle de saisonnalité. On a la chance d'avoir des étudiants qui peuvent revenir d'année en année travailler dans nos divers attraits touristiques, dans l'hébergement, dans les campings. Sauf que ces étudiants-là, souvent, retournent à l'école très tôt en août. C'est normal. Très normal, puis on encourage ça, on est content. Sauf qu'ils retournent très tôt en août, donc on se retrouve à avoir une espèce de fin de saison à combler avec des personnes en semi-retraite où là, le bassin est moins grand. Là. Et puis... Est-ce que ça fait qu'il y a des offres touristiques qui doivent arrêter plus tôt? C'est certain qu'il y a une réduction. En tout cas, qui doivent se restreindre dans les horaires d'ouverture. On est sur des services qui durent moins longtemps dans la journée. Quand on perd les étudiants, par exemple, au bureau d'information touristique, là où on est sur des plages de 10-11 heures d'ouverture, on tombe sur des plages de 6-7 heures d'ouverture. Ah oui, OK. On peut offrir moins de services parce qu'on a moins de main-d'œuvre qui permettent de rendre ces services-là aux clients. Et est-ce que, donc, vous devez aussi probablement mettre de l'énergie à, par exemple, le kiosque d'information touristique est un bon exemple, mais d'avoir des plateformes web disponibles en tout temps pour donner un peu le même genre d'informations, mais ça ne marche pas pareil. Je vois que tu n'as pas la sûre. Le numérique, c'est certain que ça fait partie de la solution. Oui. Mais il n'y a rien de tel qu'un conseil personnalisé d'un être humain à un autre être humain. Il s'établit un contact. On arrive à cerner un petit peu les centres d'intérêt de la personne qui est en face de nous, puis on est en mesure de mieux la conseiller. Il n'y a rien qui remplace l'humain. Le numérique ne remplace pas l'humain. Le numérique pallie au manque d'humain. Oui, puis tu sais, le voyage, pour moi, en tout cas, oui, c'est de découvrir des espaces, mais c'est surtout la rencontre. On veut rencontrer les gens du coin. Complètement. Ouais. Tellement. Les gens cherchent de plus en plus à se connecter au local, à la population, à la communauté. Et puis, ça fait une grosse différence dans une expérience touristique. Puis, de plus en plus, on va aller chercher cette population locale-là pour la sensibiliser à la venue des touristes. C'est important que la population locale soit chaleureuse, donne des directives, par exemple, pour quelqu'un qui pose des questions, pour où je peux manger. Tu sais, ça ajoute comme une espèce de petit wow dans l'expérience de la personne qui visite notre territoire. Je pense que les gens apprécient ça. Puis quand ils vont dans les accueils des campings, dans les bureaux d'accueil touristique, c'est ça. L'espèce de petit... je veux savoir, toi, t'aimes manger où? T'aimes ça prendre une bière où? Ou t'aimes dormir? Donc,
comme Stéphane dit, l'humain reste très important au cœur du tourisme. Ouais. Mm. OK. Puis on aimerait faire en sorte que nos habitants soient fiers également de leur territoire. Oui. C'est quand ils côtoient les touristes, Tellement. qu'ils deviennent des ambassadeurs, qui soient même eux-mêmes de donner des petits conseils touristiques. Je te conseille d'aller voir tel endroit parce que c'est vraiment super. Ça figure pas vraiment sur les cartes touristiques, mais je te promets, tu vas pas regretter ton expérience. Super beau point de vue. Tu sais, des choses comme ça là, qui sont intéressantes. C'est important que la population s'implique, en fait, devienne autant, comment je dirais ça, devienne également un ambassadeur dans l'accueil touristique de nos visiteurs. C'est tout dans leur intérêt aussi. Absolument. Puis moi, je crois à ça. J'ai voyagé quand même pas mal. Puis je trouve que entre ce qu'un guide ou un affaire va nous dire, puis visiter avec quelqu'un qui vient de l'endroit, qui va nous faire découvrir des affaires, nous conter des anecdotes de ce qui s'est passé, ça apporte beaucoup, je pense, à l'expérience. C'est ça qu'on cherche. C'est l'expérience touristique positive qui va faire du bouche à oreille, qui va inciter les gens à venir. Disons que les gens sortent de plus en plus de « je veux voir plein de choses en peu de temps » à « je prends un peu plus mon temps pour voyager, puis je vais à la rencontre des habitants, je découvre leur culture, je découvre leurs particularités, ils échangent avec moi, ils partagent avec moi. » C'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus riche en termes d'expérience quand on rentre à la maison après nos vacances. Puis d'ailleurs, tu m'amènes sur le tourisme lent, qui est une tendance très forte présentement. Oui. Donc, le tourisme lent, en fait, c'est de prendre le temps. Comme tu dis, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. C'est de se balader à vélo, regarder les paysages, prendre le temps de manger, déguster, prendre le temps de voir des beaux paysages. Oui, tout l'inverse, là, embarque dans mon autobus, je vais te faire découvrir 12 villes en 8 jours. Voilà. Non, mais je suis d'accord, Oui. ouais, vraiment, vraiment. Oui. Ça amène de toucher le vivant, de comprendre aussi la culture, d'avoir des référents. Puis moi, je le dis souvent, mettons, quelqu'un va aller à Paris, il va revenir, il ne dira pas « j'ai vu la Tour Eiffel ». Il va te dire « hey, dans un café, j'ai discuté avec un cousin français, puis là, on a parlé », parce que c'est l'expérience humaine qui est le plus important. C'est ça. C'est l'humain qui nous amène un peu en dehors des sentiers battus, qui nous fait découvrir les petits trésors, les petits coins cachés de ces belles destinations touristiques-là, très souvent. Puis c'est quoi nos forces? Tu sais, dans la MRC, là, c'est quoi nos forces? Qu'est-ce qui attire les gens en général? T'sais, moi, là, tout de suite, je pense à la véloroute des Bleuets, parce que, bon, je trouve que c'est un ambassadeur pour la région au total, parce que ça amène les gens à faire le tour, à prendre le temps, justement, parce qu'ils sont en vélo. Mais y a-tu d'autres? C'est quoi nos forces? Il y a l'ATR qui avait fait une petite enquête il y a quelques années de ça, là, sur ce que les gens avaient le plus aimé de leur visite. Je ne parle pas spécifiquement là, du territoire de la MRC, mais de la région. Là. Puis ce qui vient en première position, c'est les paysages. Ah, ouais. Les paysages, les gens apprécient nos paysages. Je pense quand même que le lac est en grande partie responsable de ça. Le lac est magnifique. On a des beaux points de vue. Quand on fait tout le tour du lac, on a des beaux points de vue un peu partout sur ce lac Saint-Jean. Il est gigantesque. C'est sûr que ça marque l'imaginaire des gens, notamment des clientèles étrangères là, qui, quand elles arrivent ici, n'ont jamais vu une étendue d'eau douce aussi grande. Même nos rivières. Là. Je me rappelle d'un ami qui dit « c'est quoi le nom de ce fleuve? » Je dis « non, ça c'est la rivière Mistassini. » C'est ça. Non, mais... Parce que... Puis, pour renchérir sur ce qu'on est en train de dire, en fait, il y a le lac, mais il y a ses rivières, effectivement. Puis il y a les milieux naturels, il y a les forêts. La nature. La nature qui est encore bien préservée, qui est encore relativement sauvage. On n'a pas besoin d'aller très, très loin en dehors des villes pour tout de suite tomber en milieu naturel avec des beaux paysages qui sont bien préservés. La proximité. C'est vraiment ça que je retiens aussi. Ça fait partie de nos forces, pardon. Mais la proximité avec ces lieux naturels-là, je pense que ça nous distingue comme territoire. On dit souvent, on est à Dolbeau, on va à l'épicerie, puis on descend quelques marches, puis on est à la plage. C'est assez unique quand même. C'est pas tous les territoires qui peuvent se vanter. Partir, puis au bout, tu sais, maximum d'une demi-heure d'auto, tu es dans la nature complète, perdu dans des étendues sauvages, puis tu peux y aller encore plus loin. Là, je veux dire. On mange des bleuets, on cueille des camerises. Oui, ah, ouais, c'est intéressant. Et inversement à ça, où est-ce qu'on pourrait s'améliorer? C'est quoi qui fait que, tu sais, vous le savez, là, il faudrait peut-être mettre l'emphase là-dessus parce que c'est plus problématique. Ça serait quoi je dirais pas nos défauts, là, mais où on peut s'améliorer, ou qui est plus problématique peut-être à cause de comment notre territoire est fait, je sais pas, là. On l'a soulevé tantôt, mais je pense que le 4 saisons, d'arrêter de vouloir se concentrer uniquement sur l'été, puis d'offrir quelque chose à l'année aux visiteurs.
On a des belles saisons à l'automne, ne serait-ce que pour les couleurs, les territoires de chasse, la chasse aux petits gibiers, la chasse aux oiseaux migrateurs. C'est assez en vogue. Et puis, l'hiver aussi, il y a des sports d'hiver qui sont très intéressants. On a le centre plein air de Miski de Boumstasny qui développe de plus en plus des sentiers pour le fat bike. Ouais, c'est ça, le vélo. Les vélos à pneus surdimensionnés, pardon. Et puis, la raquette. Fait que je pense que notre territoire a beaucoup à offrir l'hiver. Donc, au niveau touristique, je pense que c'est là qu'on devrait aller. OK. Puis, le gouvernement est très ouvert aussi à ça parce que ça fait partie de leurs enlignements. Fait qu'il y a inévitablement des programmes d'aide financière qui sortent. Mais ça va prendre de la main-d'œuvre. Tout à fait. Ouais, OK. Les services, je pense qu'on a encore à compléter notre offre de services qu'on retrouve sur le territoire. Au niveau de l'hébergement, comme on le mentionnait tout à l'heure, on est extrêmement concentré dans les campings. On disait qu'il y a 36% de notre offre qui est saisonnière, mais en fait, si on revient sur les concepts du début, le nombre de lits saisonniers qu'on offre est beaucoup plus élevé que ça. On a plus de 50% de notre offre d'hébergement qui est concentrée dans les campings, au détriment, je dirais, des autres types d'offres qu'on retrouve. On a quelques hôtels, on a peu d'hébergements, je dirais, atypiques. Qu'est-ce que tu veux dire par hébergement atypique? On est face à des clientèles qui cherchent toujours une expérience nouvelle, quelque chose à découvrir, de différent de ce qu'ils connaissent. Comme dormir d'une maison dans un arbre. Par exemple, un dôme. Une maison sous terre, des hébergements troglodytes, une maison de hobbit, on pourrait dire ça. Il y a quelques projets comme ça qui sont en train de se mettre en place sur le territoire pour essayer d'amener un hébergement différent. On l'a vu passer dans les dernières années avec la mode des yurts, qui a été un hébergement un peu différent. Et le touriste, il est toujours en recherche de quelque chose de nouveau. Et il faut qu'on soit toujours un peu au devant de la demande de la clientèle pour offrir quelque chose d'un peu différent. Le tourisme, c'est un perpétuel recommencement. Oui, puis il y a des gens qui vont être prêts à faire des kilomètres et des kilomètres juste pour vivre cette expérience-là. Exact. Tandis que des campings, il y en a partout au Québec. Fait que là, c'est un choix. C'est ça la différence? C'est ça. Puis dans l'idée aussi, essayer d'amener nos campings aussi à se diversifier. Ils sont tous à peu près bâtis sur le même modèle. Puis ce qu'on retrouve de plus en plus dans les tendances, c'est d'aller chercher des campings qui sont un peu à thématique, qui offrent des expériences particulières, qui leur permettent de se différencier un petit peu les uns des autres. Parce qu'un camping A ressemble beaucoup à un camping B, de manière générale, ce qu'on retrouve au Québec. Donc, il y a cette tendance-là d'aller vers des produits thématiques. Ça peut être, je ne sais pas, moi, des campings qui sont spécialisés Tiens, j'avais un projet dernièrement d'un camping d'un promoteur qui voulait développer un camping avec une base axée sur l'apprentissage d'une langue seconde. Un camp d'été, un camping, les jeunes se rassemblent là, puis durant l'été, il y a une espèce de camp d'apprentissage de langue seconde, ça peut être l'anglais. Il y avait ce genre de service-là à faire à une époque là, dans certaines bases de loisirs autour du lac. Et c'est des offres qu'on a perdues. Bon, après ça, on peut se diversifier dans un grand nombre de thématiques, là, mais l'idée, c'est d'essayer de se démarquer de son voisin pour attirer une clientèle un peu différente. Sortir du paradigme là, pour pas justement offrir toute la même chose. C'est ça. Exact. C'est l'idée. Mais je dirais aussi développer l'accès à l'eau. On a nos rivières, on a notre lac, mais un touriste qui arrive ici, qui veut profiter de cette richesse-là, n'a souvent pas de bateau, pas d'équipement de pêche. Pouvoir louer ces équipements-là. En fait, ou peut-être même les acquérir puis d'en faire profiter. Exactement. Puis moi, je crois beaucoup au partenariat avec du privé. Oui. Donc, en tant qu'organisme public, je pense qu'on ne peut pas se vanter de pouvoir faire tout. C'est pour ça que souvent, on fait des partenariats avec des privés, des promoteurs qui viennent, qui ont, exemple, une flotte de kayaks qui peuvent louer à des touristes, autant aux touristes qu'aux citoyens. C'est ça qui est le fun. C'est ça la beauté de la chose du tourisme, c'est que ça va nourrir autant la population locale que la clientèle touristique. Tout ce qu'on fait pour un touriste contribue à améliorer la qualité de vie des citoyens, des locaux. Quand on parle d'embellissement, quand on parle de fleurissement, rendre nos villages plus attractifs pour les touristes, les rendre beaux. Ils sont beaux aussi pour nous qui habitons ici. Ils deviennent beaux pour nous. Quand on ouvre des sentiers de randonnée ou des sentiers de fat bike, de vélo à roues surdimensionnées,
Pour attirer de la clientèle touristique parce qu'on a des produits, c'est aussi des terrains de jeu qui s'ouvrent pour la population locale. Oui. Quand on fait venir des entreprises pour, comme ça a été le cas dernièrement, on a inauguré l'ouverture d'un kayak, d'une école de kayak à Saint-Stanislas. Ouais. Pour attirer des clientèles touristiques, ça peut aussi devenir des outils hors saison pour des gens locaux qui veulent se familiariser au plaisir des sports d'eau vive. Ben oui. Tout ce qu'on développe au niveau touristique contribue à améliorer la qualité de vie. J'imagine, tu sais, un professeur d'éducation physique qui prend contact, qui amène ses jeunes, ça développe l'intérêt du kayak, ça fait qu'ils vont, tu sais, il y a tout ça aussi, je pense que, tu sais, c'est comme je dirais, comment je pourrais dire ça, un organisme humain où tout est interrelié, où tout doit fonctionner ensemble. Puis je dirais que, en tant que résident, qui faisons du 8 à 4, à partir de 4 heures, on devient tous potentiellement des touristes qui peuvent profiter de ces attraits-là qui sont implantés sur le territoire. Oui, oui. Ah, puis je pense que c'est même important de le faire découvrir. Moi, ma conjointe, c'est quelqu'un qui vient de Montréal. Puis les premières fins de semaine, quand elle est arrivée ici, on partait dans on a fait tous les petits villages parce que je trouve ça important de connaître le territoire. Tu sais. Je trouve que des fois, on oublie un peu ça. J'aimerais aller vers... il y a des nouvelles tendances. On parle de tourisme durable ou régénératif. C'est quoi ça? Non, mais le tourisme durable, j'ai l'impression de comprendre que c'est en respect avec l'environnement. Est-ce que c'est ça? C'est plus vaste que ça. C'est plus vaste que ça. Je t'écoute. C'est quoi le développement durable? Oh, ben... à la base, ça s'appuie sur 3 grands piliers. Oui. Même aujourd'hui, là, excusez, je ne vais pas rentrer dans la théorie, là, mais on est rendu... On a l'économique, on a l'environnement et le social. Ouais. Donc, le tourisme durable, c'est que nous, en tant que touristes, quand on va sur le territoire et quand on repart, on laisse le territoire dans l'état où on l'a trouvé. Pas plus dégradé que ce qu'on l'a que quand on y est arrivé. Le tourisme régénératif, je dirais que c'est la marche au-dessus. Okay. Quand on repart de ce territoire, c'est mieux qu'avant. On l'a laissé dans un meilleur état que celui dans lequel on l'a trouvé. Oh. Est-ce que tu as un exemple concret? Je comprends le concept, là. Mais par exemple, moi, j'arrive, je sais pas, moi, je loue, je sais pas, un hébergement, et puis là, quand je pars, je tombe le gazon, puis je sors les poubelles. Non, je niaise, là, mais j'essaie de le voir de manière concrète, là. J'ai un exemple, puis ça se passe pas loin de chez nous, c'est au village vacances Petit Saguenay. Oui. Donc, il y a une petite épicerie locale qui encourage le touriste à aller dépenser dans son épicerie. Ouais. Donc, il donne des bons d'achat pour aller faire les dépenses à l'épicerie et encourager l'économie locale, faire travailler les gens. Puis ça permet à l'épicerie de vivre peut-être les mois où c'est plus tranquille dans l'année. Un autre exemple, plus au niveau social cette fois-là, je prends l'exemple d'un office de tourisme qui n'est pas situé ici, qui est situé en France, qui est l'Office de tourisme de Bordeaux. Okay. Ils vendent différents forfaits touristiques, ils vendent différents produits touristiques. Et dans l'offre commerciale qu'ils proposent à leurs clients, ils leur proposent de rajouter un petit montant en plus. Ce petit montant en plus-là, ils appellent ça « au suivant », sert à créer une petite cagnotte, un petit fonds, qui permet aux familles défavorisées de partir en vacances. Donc, c'est une forme de tourisme régénératif qui a un impact social, qui aide les familles un peu plus défavorisées à pouvoir partir en vacances qu'ils ne pourraient pas se permettre s'il n'y avait pas ce genre d'initiative-là. C'est un exemple de tourisme régénératif au niveau social. Un autre exemple, au niveau local, on est en train de travailler à la création de ce qu'on appelle des tiers-lieux. On a un bureau d'accueil touristique qui est ouvert de fin juin à début septembre. On parle de celui à Pointe-des-Pères. Celui qui est situé sur le secteur de Pointe-des-Pères. Oui. Et pendant tout le reste de l'année, on n'a pas d'accueil touristique sur le territoire. On se demandait comment on pourrait pallier à ce genre de situation, comment continuer à informer nos touristes en dehors de la haute saison estivale. Et là, on est en train de travailler sur des projets de tiers-lieux, c'est-à-dire d'utiliser des lieux qui sont existants, de former le personnel pour que les touristes aillent dans ces lieux chercher l'information touristique. Par exemple, un café. Imaginons un café. Les gens se présentent à ce café parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir aller chercher l'information touristique dont ils ont besoin, mais peut-être que ce client qui est venu au niveau touristique s'assiera à une table,
consommera un café. Ça permet au commerce en saison plus tranquille, en saison morte, de peut-être bénéficier d'un client ou de quelques clients supplémentaires qui vont maintenir, Qui peuvent faire la différence. qui peuvent faire la différence dans l'ouverture ou la fermeture d'un établissement. Je vous arrête. Oui. On prend une pause, Ça prend- mais on revient tout de suite après. C'est très intéressant tout ça. À tout de suite. La série Agir pour l'avenir revient pour une deuxième saison avec des conférences, des reportages et des entrevues avec différents collaborateurs. Elle vise à mettre en valeur les organisations et les gens qui ont comme mission de protéger l'environnement. Produit en collaboration avec divers partenaires et avec la participation financière de la MRC de Maria Chapdelaine. On en parlait un peu tantôt dans le développement durable, mais le premier apport, ça a un apport économique important. Hein? Comment on pourrait expliquer aux gens que le tourisme est un outil de développement économique? Parce que des fois, on n'a pas cette impression-là. Hein? Quand on prend par exemple les hébergements touristiques, oui. Sans les touristes, on n'aurait pas ces hébergements touristiques. Absolument. Donc il y a à peu près, sur la MRC de Maria Chapdelaine, de mémoire, c'est aux environs de 200 personnes qui travaillent en équivalent temps plein dans l'hébergement touristique, que ce soit dans les campings, dans les hôtels, dans les petits gîtes, qui tirent des revenus de ça. On l'évalue à peu près en équivalent temps plein à 200 emplois. Quand même. Quand on prend un restaurant, on sait que le restaurant va servir à la population locale. Donc, on ne peut pas dire que tous les emplois de ce restaurant-là sont dédiés au tourisme, mais on sait que des touristes qui viennent durant la saison estivale génèrent un surplus de travail, que pour ce surplus de travail, on est obligé d'embaucher des serveurs supplémentaires ou des cuisiniers supplémentaires. Donc, on peut dire que ces touristes-là génèrent des nouveaux emplois. Quand on prend bureau d'information touristique, là, on est sur des emplois qui sont 100% touristiques. Ce sont des emplois saisonniers qui durent quelques mois, mais ça génère également de l'activité économique. C'est des emplois qui sont liés au tourisme. Donc, on estime que sur la MRC Maria Chapdelaine, c'est une approximation que j'ai faite qui situerait entre peut-être 350 et 400 emplois équivalents temps plein qu'on retrouve sur la MRC Maria Chapdelaine, strictement liés au secteur touristique. Fait que c'est quand même beaucoup d'emplois, là, parce que C'est les quand même plusieurs entreprises emplois. qui ont 400 employés, là, il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, nos restaurants, on est à 450 employés à peu près qui travaillent dans les restaurants sur le secteur de la MRC. Les hôtels, comme je disais, 200 employés qui travaillent pratiquement à temps plein juste pour le... Tu sais, le tourisme, c'est quand même c'est une vraie activité économique. Le tourisme, oui. c'est... Puis quand on revient à ta définition tantôt de touriste, excursionniste aussi, tu sais, quand on a parlé beaucoup de la pandémie de l'achat local, parce que l'argent reste dans le milieu, mais le touriste qui arrive, lui, il vient injecter, c'est qu'au-delà de l'hébergement puis du restaurant, il va aller au dépanneur, il va se mettre de l'essence, il va acheter des souvenirs, il va faire même la promotion à l'oral de notre région quand il va retourner chez lui, si son expérience a été positive. Tu sais. Puis même, on peut aller plus loin que ça. Oui. Si on prend l'exemple de la P49, on a construit des infrastructures, des ponts, on a ouvert des sentiers. Ces ponts-là ont dû être construits par des entrepreneurs. C'est des ponts qui sont touristiques, qui ont généré de l'emploi dans nos entreprises de construction sur le territoire, qui ont permis à des salariés, à des ouvriers de travailler pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, à la création de ces équipements-là. Donc, indirectement, c'est des emplois qui sont liés aussi au tourisme. Oui, puis moi, je vais aller plus loin parce que là, si je connais ça, mais au niveau de la culture, tout ce qui est les théâtres d'été, les spectacles, etc., je veux dire, s'il n'y a pas de touristes, oui, on pourrait en faire vivre quelques-uns, mais on ne pourrait pas en faire vivre autant, j'ai l'impression. Exactement. Je renchéris aussi là-dessus. On parle de petits villages, des fois avec un dépanneur, tu sais. Le dernier petit dépanneur du village pourrait peut-être pas survivre s'il n'y avait pas la clientèle touristique. Donc, souvent, ça permet à un commerce de rester ouvert, comme Stéphane le disait tantôt. Vous voyez, le client qui part d'ici puis qui s'en va à la ZEC des Passes, à la ZEC de la Rivière-aux-Rats, en vacances, va prendre le temps de s'arrêter à ce dépanneur qui est le dernier commerce d'alimentation, va acheter un peu de bière, va acheter un peu de nourriture, va acheter différents produits. Et c'est ce qui permet effectivement peut-être de faire la différence entre un commerce qui ferme et un commerce qui reste ouvert. Oui. Au niveau de l'économie,
je trouve ça intéressant de donner l'exemple de Péribonka parce que j'ai travaillé pendant 6 ans pour Tourisme Péribonka à la municipalité de Péribonka. Puis, on engageait grosso modo 30 personnes par été. Puis souvent, les gens revenaient. On avait un super taux de rétention. Puis là-dessus, là, on parle d'un peu plus de 80% des employés qui venaient du village de Péribonka. Donc, ça fait vivre aussi l'économie. 30 emplois à Péribonka, c'est beaucoup quand même. C'est énorme. Ouais. Pour une petite communauté de 500 âmes à peu près. Oui. Fait que je cite souvent cet exemple-là, mais je trouve que c'est un très bel exemple d'une économie en santé dans un petit village. Puis de l'impact économique du tourisme sur une si petite population. Tout à fait. Oui, quand tout le monde s'y met. Moi, je pense au niveau des spectacles. Là, Saint-Eugène qui a un spectacle dans son église depuis je ne sais plus combien d'années, puis c'est pas sur la route passante, puis c'est plein toutes les années. Je fais wow, tu sais, mais il faut le faire, parce que les communautés se prennent en main, attirent des gens, ça lui permet de se développer, c'est fantastique. Là. Complètement. Exact. Wow. Bon, l'avenir, on s'en va où avec ça? Non, mais parce que là, on est là aujourd'hui, on a fait un peu un constat de notre tourisme aujourd'hui. Mais où vous voyez ce tourisme-là là, dans l'avenir? Là, ma question est large, on va regarder. Mais est-ce qu'on peut développer... Moi, je voyais, tu sais, un peu partout au Québec, mais à l'étranger aussi, on va développer des routes touristiques, on va développer je sais pas, mais des expériences, des walking tours. Il y a plein de choses qui existent. Est-ce que vous vous inspirez de ça? Est-ce que vous allez voir ce qui se passe ailleurs pour dire, tu sais, où est-ce qu'on voudrait être dans quelques années? Je ne sais pas, là, moi, je lance la question. C'est lancé. Bien, on parle de route touristique, puis je pense que ça serait intéressant de parler du projet de la route touristique qui va bientôt voir le jour. Dans le cadre d'une structure qui s'appelle Destination Lac-Saint-Jean, dont la mission est de faire la promotion touristique du Lac-Saint-Jean, y compris du territoire de la MRC Maria-Chapdelaine, mais également des MRC de Lac-Saint-Jean-Est, de Domaine du Roi et de la communauté de Mache-TH. On essaye de faire en sorte que les gens qui viennent ici aient une expérience complète. Chacun des territoires a ses forces, a ses particularités. On a tous un petit quelque chose de différent et on trouve intéressant dans le cas de destination que les gens fassent le tour du lac pour découvrir toutes ces particularités-là. Quand tu dis complète, ça veut dire l'ensemble du territoire? L'ensemble du territoire, c'est ça. Et pour favoriser ça, on a travaillé ça fait maintenant 1 an et demi qu'on travaille sur le dossier, de faire un dépôt de dossier officiel au ministère du Tourisme pour que la 169, en tout cas la route qui ceinture le Lac-Saint-Jean, devienne une route touristique officielle, reconnue par le ministère du Tourisme. Il y a une 20aine de routes touristiques à peu près au Québec. Il y en a une sur le secteur du Saguenay, mais il n'y en avait pas sur le secteur du Lac-Saint-Jean. Et c'est un projet sur lequel on est en train de travailler. On espère faire aboutir le projet peut-être pour une reconnaissance officielle courant 2024, début 2025. Il l'a déjà quelque part au niveau des cyclistes. Là, maintenant, ça serait le fun qu'on l'ait pour tout le monde. C'est ça. Puis, la particularité, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est une boucle. Il y a beaucoup de routes touristiques qui sont « je pars du point A », je me rends au point B, et pour revenir, je dois repasser par le point A. Ici, on est sur une boucle, ce qui permet aux visiteurs qui parcourent la route touristique de ne jamais voir les mêmes paysages et de découvrir l'ensemble des attraits du secteur du Lac-Saint-Jean. Puis, est-ce que dans votre réflexion, vous avez aussi toutes les municipalités qui ne sont pas sur la route touristique, tu sais? Donc, de faire la promotion aussi de ce qui se passe un peu dans ces... On est sur des routes associées, où là, on propose effectivement aux touristes qui sont sur la route touristique de découvrir par thématique certains secteurs. J'ai pas d'exemple rapidement qui me viennent en tête, mais ça peut être de découvrir par exemple l'historique le territoire de Maria-Chapdelaine est un territoire très très forestier. On a en dehors de la route touristique je pense à la Caffaine dans le secteur de Normandin qui est une forêt expérimentale. Si vous avez la chance de bénéficier d'une porte ouverte à la Caffaine, guidée, allez-y, vous allez apprendre des choses qui sont vraiment intéressantes sur la manière dont on exploite cette forêt expérimentale-là. Je pense aux pépinières également, la pépinière de Normandin, quand il y a la chance d'avoir des portes ouvertes, de découvrir ce que c'est que la forêt au travers de ces équipements-là.
Je pense à l'historique de Saint-Thomas-Didyme. La dalle? La dalle. Ah oui, oui. Donc, j'étais sûr. Mais en tout cas, je voulais aller là. Il y a des thématiques, en fait, à développer en dehors de la route touristique, des thématiques qui peuvent amener les gens à sortir de cette route-là, aller découvrir un petit peu plus en profondeur le territoire, découvrir des aspects qu'on ne voit pas à partir de la route touristique. Oui. Je pense à la route touristique qui passe à Dolbeau, c'est à plus petite échelle. Sortir les gens de la route touristique, les emmener dans le quartier des Anglais pour découvrir c'est quoi le quartier des Anglais, comment ça a été un village qui était exemplaire, l'architecture, le fondateur, l'usine. Il y a tellement de choses à découvrir. Donc, en travaillant des petites thématiques comme ça un peu partout, on arrive à faire sortir un peu les gens de la route pour peu qu'on arrive à avoir des thématiques qui piquent la curiosité des touristes et qui leur donnent envie de sortir de cette route-là. Ça fait partie du travail qu'on a réalisé autant Patricia que moi là, dans le cadre touristique. Toi, comment tu vois ça? Ben, c'est certain qu'il y a des endroits forts qui demandent peut-être plus un peu plus d'attention, qui ont de forts potentiels. Là, je pense notamment au secteur Vauvert et Racine Vauvert. Oui. Donc ça fait partie là, de autant la MRC que la Ville du tourisme de Beaume-Mistassini. Ça fait partie de nos prochains mandats. Parce que c'est un détour, tu sais, c'est pas sur la route passante, mais c'est la plus belle plage. En fait, la route touristique, c'est là qu'on veut la faire passer. Parce que notre route touristique, c'est la route touristique Tour du Lac-Saint-Jean. Si on arrive à Péribonka et qu'on suit la route principale, jamais on ne voit le lac après Péribonka. Absolument. Donc, la manière d'amener les touristes vers le lac, puis de respecter la thématique qu'on est en train de se donner au niveau de cette route touristique, c'est de les faire passer par la petite route qui mène jusqu'à Vauvert, remonter par Sainte-Marguerite et ensuite Dolbeau, pour que les touristes qui viennent parcourir la route touristique aient un contact avec le lac. Oui, mais là, puis on a une chance. Les gens de Sainte-Jeanne-d'Arc vont vous dire, oui, mais là, nous, notre pont couvert. Les gens de Sainte-Jeanne-d'Arc comprennent la réalité de la thématique de la route, qui est Tour du Lac-Saint-Jean, et ont conscience qu'effectivement, si on veut garder les gens près du lac et respecter la thématique, on se doit de passer à Vauvert. Et j'avais une petite anecdote à vous raconter à ce niveau-là. L'année dernière, à l'automne dernier, on a fait venir les inspecteurs en charge de donner l'accréditation d'un dossier de route touristique. D'accord. Ils ont parcouru tout le tour du lac. Ils sont arrivés dans le secteur de Péribonka, puis ils ont pris la route de gravier. Ils ont dit, bah, c'est dommage parce qu'il faut que cette route de gravier devienne une route asphaltée. Bon, on les amène dans le parking du centre touristique Vauvert. Ils descendent de la voiture. Ils s'approchent en haut des escaliers. Je ne sais pas si vous les visualisez. Oui, les escaliers. j'ai grandi là. Et quand l'inspecteur du ministère en charge de valider les routes est arrivé devant ça, vous savez ce qu'il a dit? Non. Il a dit « Waouh ». On a vraiment des petits joyaux sur ce territoire-là qu'on n'a pas encore développé avec un gros potentiel. Oui, puis là, si eux, ils développent la route, peut-être qu'avec le ministère des Transports, on va être capable d'avoir une subvention pour asphalter cette route-là. On y travaille très fort. Oui. C'est vraiment. Mais tout ça pour dire que c'est ça. On a des petites pépites, des petits trésors sur ce territoire-là qui, malheureusement, on les côtoie tous les jours, on s'en rend même pas compte, ça devient notre cadre habituel. Mais quand on amène des gens de l'extérieur et qui voient ça, qui découvrent ça, l'étonnement, la beauté des lieux, ils la remarquent. Puis ça, ben, c'est certain, là, comme vous en parlez, au niveau du plein air, écoute, le royaume, c'est fantastique. Au niveau historique, par exemple, de Beaume-Mistassini, les pères trappistes, ça doit être un attrait, oui, la chocolaterie, mais au niveau historique, c'est quelque chose aussi qu'on pourrait développer? Ou, Bien, je pense que le secteur de la Pointe des Pères a un fort potentiel de mise en valeur parce que c'est un lieu à fort, avec une histoire, un historique très fort. Et puis, il y a un super sentier qu'il faut qu'il demeure parce que c'est autant la population locale que les touristes qui peuvent en profiter. Mais ce secteur-là, pour moi je viens de Beaume-Mistassini, puis je trouve que c'est très intéressant de développer le secteur entre les deux pour unir les deux populations. Historiquement, on le sait, Dolbeau et Mistassini, sont séparés par 2 ponts. Mais je trouve qu'il y a un fort potentiel de développement là, dans ce secteur-là. Et pour répondre à votre question, le parc aussi a développé des capsules audio sur le secteur de la Pointe des Pères. Pour peu qu'on ait téléchargé l'application sur notre téléphone, il y a un certain nombre d'étapes qu'on peut parcourir pour lesquelles on aura des commentaires audio sur la fondation de Dolbeau-Mistassini, l'arrivée des Pères, des éléments historiques
quelques capsules comme ça que le parc Encore produit. Le vieux monastère ben, le premier ou les fondations, mais l'autre qui est une bâtisse magnifique aussi. Là, complètement. Il y a quelque chose à faire là, avec ça. Là. Mais je trouve aussi que, tu sais, on parle du futur, on a nos joyaux, nos attraits, mais il y a aussi toute la synergie des gens qui travaillent en tourisme. Puis, je trouve ça le fun aussi de mettre le tourisme au même titre que des services de développement économique, que des services de loisirs. Fait que c'est que les acteurs en tourisme deviennent des agents de changement pour améliorer la qualité de vie, autant d'un touriste, autant d'un citoyen. Fait que pour moi, de travailler en collaboration, comme je disais au début, ça va devenir mon cheval de bataille. Vraiment. Oui. J'aime ça parce que moi, je crois beaucoup à ça, tu sais, dans le sens où moi, on a fait beaucoup plus du théâtre, mais de dire, une fois que la personne est venue nous voir une pièce, elle ne reviendra pas la voir, mais on peut-tu faire la promotion pour les autres pièces aussi dans la région pour permettre aux gens, ou je pense aussi à l'agro-tourisme qui s'est développé très fortement. Je pense que les gens, s'ils travaillent ensemble, on peut développer des marchés publics, tu sais, il y a beaucoup de choses là, qui peuvent se faire. Là. La force du nombre. La force du nombre. Oui. Oui, il y a beaucoup de développement au niveau, puis les petits fruits, le bleuet, là, les racabrises, on a la canneberge, il y a quelque chose de fantastique. On a une belle offre agroalimentaire actuellement, vraiment, mais ce qui nous distingue, ça reste le bleuet et je dirais même la pomme de terre aussi. Oui. Puis ça, c'est un des enjeux, je dirais, on a une belle offre agroalimentaire, mais on est beaucoup dans la première transformation et pas tellement plus loin. Et alors que il y a tellement d'autres activités qu'on pourrait mettre en place autour du bleuet. Délices du Lac est un exemple d'entreprise qui a poussé au-delà de « venez cueillir dans nos champs », puis « venez déguster une tarte ». Ils vont tellement plus loin que ça. Il y a d'autres domaines d'activité où on pourra aller beaucoup plus loin que ça aussi. Vivre la vie d'un... Je prends un exemple. On a quelques entreprises qui exploitent la canneberge ici sur le secteur. D'aller vivre... Au-delà d'acheter le petit sachet de canneberge, d'aller vivre une journée de c'est quoi la cueillette de canneberge. On est souvent en automne, on a souvent des belles couleurs, on a un peu les pieds dans l'eau, on regarde comment... Tu sais, d'avoir cette possibilité d'aller voir derrière le mur du commerce pour découvrir le back-office, vivre une expérience avec ces gens-là. Et au niveau de nos entreprises, je pense qu'on pourra aller beaucoup plus loin en développant des produits. Par exemple, une route des bleuets, on a une congélerie ici au niveau des bleuets, c'est inaccessible pratiquement au public. Aller voir derrière comment ça se passe, en apprendre un peu plus sur la culture. Repartir d'un territoire en ayant acquis des connaissances, en repartant un petit peu moins niaiseux que quand on est arrivé. Ben oui. Le tourisme, c'est aussi de l'apprentissage. C'est rencontrer des gens, c'est apprendre des choses. Et quand on repart d'un territoire en ayant appris des choses, en ayant rencontré des gens, l'expérience touristique, il me semble, est encore plus satisfaisante que si on a juste parcouru à toute vitesse une route des vins, par exemple, puis juste prendre du vin, tandis qu'on peut apprendre à aimer ou à goûter le vin. En tout cas, moi, c'est ça qui m'est arrivé, parce que je prenais du vin comme tout le monde, mais là, en sortant de là, justement, tu as appris des choses, tu as grandi. C'est ce qui fait que ton expérience est plus positive. Tu sais, on va chez un viticulteur ou on va chez un brasseur, c'est intéressant de passer dans l'usine de fabrication derrière où il nous explique c'est quoi les enjeux, c'est quoi sa recette, c'est quoi ses trucs, c'est quoi son amour du métier, qu'est-ce qu'il essaye de nous transmettre dans son produit. Tu sais, la plupart de nos producteurs, c'est des passionnés, puis ils demandent juste à délivrer leur passion ou à partager leur passion avec les visiteurs. C'est différent que d'acheter juste la bouteille ou juste d'acheter... la canette de bière, puis de repartir avec, là, on repart de là avec une... Et c'est ça qu'il faut qu'on continue, nous, à développer derrière nos produits agrotouristiques. Ça permettrait peut-être aussi de continuer de faire une expérience dans des saisons comme l'automne, le printemps, où il y a moins de monde, parce que, tu sais, je veux dire, c'est intéressant, là, que tu arrêtes en motoneige, comprendre comment... Je veux dire, dans l'usine de congélation du bleuet, qui est un bon exemple, et ça fonctionne à l'année, là, c'est pas juste... tu sais, que c'est l'écotourisme, les économusées aussi. Économusées. Complètement. Puis tout dans l'optique 4 saisons aussi. Oui, c'est ça. On revient aux 4 saisons encore. On revient aux 4 saisons. Mais ça fait partie du futur du tourisme, en fait. Ouais, c'est d'avoir des retombées économiques à l'année. Pas seulement concentré sur 2-3 mois. Parce qu'il y a un gros potentiel là, au niveau de l'agro-tourisme ici. Là. On est d'accord? À la MRC puis au lac, oui. Oui. Complètement. Génial. Le besoin de se diversifier, on en a parlé.
Mais vers où? Est-ce qu'il y a quelque chose? Vous avez déjà une étincelle sur vers où ou comment on pourrait le faire? Je ne sais pas, Patricia. Au niveau de l'hébergement, c'est certain, quand on parlait de la forte présence des campings, je pense que l'hébergement insolite, l'hébergement d'expérience pourrait prendre plus de place sur le territoire, puis l'hébergement 4 saisons. Okay. Vu que la majorité des hébergements sont disponibles juste en saison estivale. Mais sinon, on parle aussi de diversifier notre offre, puis ne serait-ce qu'au niveau du tourisme gourmand, le tourisme sportif, le tourisme d'affaires. Il y a plusieurs créneaux où on peut aller jouer là, à ce niveau-là. Parce qu'on est la porte d'entrée aussi du nord du Québec, à quelque part, non? Ou je me trompe? Non. Ça peut être vu comme ça. Bon, la Côte-Nord peut aussi dire la même chose. Oui, non, mais tu sais, dans le sens la où on peut... peut aussi dire la même chose, mais en tout cas, une des portes. Oui. On parlait d'agrotourisme tout à l'heure. On a une jolie marque. On a la Table Agro au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui propose des produits qui sont assez uniques aussi au travers de la marque Zone Boréale. C'est des produits issus de la forêt, issus de la boréalie. Ça, c'est des choses qu'il faut continuer à développer. Ça fait partie de nos particularités. Il faut qu'on le retrouve dans notre cuisine. Puis je trouve qu'on a un établissement qui est assez intéressant là, à ce niveau-là, qui est le marché 3F, qui valorise énormément les produits de la boréalie, qui font des émissions de télé d'ailleurs avec vous, là, pour montrer aux gens comment on peut utiliser nos produits boréaux dans notre cuisine de tous les jours. Là. Ça, c'est assez intéressant. On a... je vous en parlais tout à l'heure, un petit joyau quand je vous parlais du secteur de Vauvert. On a 7 km de plage. 7 km de plage en milieu à peu près naturel là, quand on est sur le secteur de Vauvert-Racine. L'ancienne base de loisirs qui était présente là. Et la particularité de cette plage-là, ce qu'on disait tout à l'heure avec Patricia, quand on fait le tour du lac, pour trouver des accès au lac, c'est relativement difficile parce que les propriétés privées font un peu une espèce de ceinture qui empêche les gens de pouvoir accéder directement au lac. Et la particularité de Vauvert, je trouve que c'est une idée de génie qu'a eu la MRC quand ils ont vendu des terrains pour faire du lotissement. Par bloc de 3-4 terrains, on a toujours gardé un accès public. Ce qui fait que tout le secteur de Vauvert, il y a 6 ou 7 accès publics facilement. Là, je dis ce nombre-là, mais c'est peut-être plus. Moi, je pense que c'est plus. Qui permet aux gens de se garer dans la rue, puis sans passer sur une propriété privée, d'accéder au lac, d'accéder à ces 7 km de plage-là. D'offrir l'expérience lac à nos visiteurs. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a fait passer la route touristique par là, parce que là, on sait qu'on a un accès public au lac, et de par le centre touristique Vauvert aussi, là, qui offre un accès avec une baignade surveillée. C'est assez intéressant. Ces éléments-là sont des éléments qui n'ont pas été assez exploités. On parle peut-être un peu plus de tourisme balnéaire, de tourisme de plage, où là, il y a des équipements, il y a de la forêt, il y a des sentiers de randonnée, il y a des sentiers de raquettes, il y a des choses à développer. Ça, c'est un des secteurs qui, je dirais, en ligne de mire de la MRC là, en termes de développement touristique. Parce que pour les gens d'ici, c'est associé à la plage, mais au bout du compte, il y a plein d'autres activités, ce qui fait que même une journée où il fait moins beau, il y a des choses à faire dans ces coins-là. Les forêts sont magnifiques, l'hiver, l'automne. Moi, j'ai grandi à Racine-sur-Mer, là, je veux dire, là, les balades en forêt l'automne, c'était fantastique. Là. Il y a vraiment quelque chose à faire. Vous avez un travail fascinant et important. Parce que les gens sont fiers aussi de leur coin de pays, à quelque part. Là. Fait qu'on veut aussi le montrer. Tu sais, c'est comme quand tu viens de rénover chez vous, tu veux faire un souhait pour montrer tes rénovations, mais c'est aussi montrer aussi ce qu'on est collectivement. Puis moi, j'aime ça, l'idée de créer des liens, des ponts entre les restaurateurs, les hébergements, mais l'entreprise privée, les transformateurs, le touriste, pour créer vraiment une expérience de synergie là, dans le coin. Là. Entre les acteurs aussi touristiques. C'est ça. Entre les acteurs touristiques. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, ils se retrouvaient tout seuls, ces acteurs-là, puis il y avait de la misère à savoir comment ça fonctionne, à qui il faut que je parle. Là, vous êtes là aussi pour les encadrer, mais leur permettre de se développer, leur ouvrir des portes. Oui, puis il faut dire aussi que c'est pas dans tous les villages qu'il y a des acteurs en développement touristique. Non? OK. Donc, il y a un désir aussi de la MRC, si je ne me trompe pas, de... Il y en a très peu, en fait. Pardon? Il y en a très peu, en fait, d'acteurs en développement touristique sur notre territoire. Il y a Dolbeau. Oui. Il y a la MRC. Puis il y a des agents locaux qui, dans une partie de leur mission, font un petit peu de tourisme, mais c'est pas forcément leur tâche principale. Ça va être ciblé probablement dans les périodes de l'année. Puis c'est ça. Là, ce qu'on est en train d'essayer de réfléchir, c'est est-ce qu'on peut installer des acteurs spécialisés en tourisme
dans certains grands secteurs de notre territoire, peut-être des agents un peu plus proches du terrain, un peu plus proches des entreprises, parce qu'ils sont là et ils travaillent là localement, plutôt que simplement à Dolbeau en fait, parce que tous les deux, on est localisés, et Péribonka. Ouais. Donc, ce serait en fait de faire une espèce de régie intermunicipale et d'embaucher une personne qui va être attirée au tourisme pour faire le développement ou promouvoir ou faire de la mise en valeur des territoires. Pour terminer, qu'est-ce que vous auriez à dire à la population face aux touristes? On en a parlé un peu tantôt. L'accueil qu'on a est important. Puis des fois, il y a des gens qui sont peut-être pas habitués parce que le tourisme, c'est quand même récent ici. Quelqu'un qui habite ici depuis 50 ans, peut-être que, à part les festivals western et du Bleuet, il ne voyait pas grand tourisme. On en voit de plus en plus à partir de la véloroute et avec tout le beau travail que vous faites. Ce serait quoi le message rapidement que vous aimeriez lancer à la population par rapport à l'accueil qu'on devrait offrir à nos touristes? Bien, chaque personne a comme son rôle à jouer dans l'accueil du touriste, que ce soit en étant cordial, en étant poli, sur la route. Donc, tu sais, je pense qu'on fait toute partie de l'équation. Puis, c'est important de s'impliquer dans cette optique-là parce que ça nourrit notre économie locale. Donc, il faut vraiment garder en tête que le touriste... C'est positif pour tout le monde. C'est positif pour tout le monde. Il apporte de l'argent nouveau. Puis, on a tous été touristes aussi à un moment ou un autre dans notre vie. Donc, il faut se remettre en question. Moi, quand je vais ailleurs, comment je veux me faire recevoir? Bien, d'une façon chaleureuse, bien entendu. Fait est-ce qu'on peut offrir le même service à ces gens-là qui nous visitent? Et puis ce sont peut-être ces touristes-là, comme on le mentionnait tout à l'heure, qui permettent de garder le petit dernier commerce de proximité du village. Ils injectent de l'argent dans l'économie. Pensez à la communauté. Pensez à la communauté. Tout ce qu'on fait pour les touristes, on le disait tout à l'heure, ça bénéficie aussi aux résidents locaux. Donc, le fait de garder une industrie touristique dynamique, d'essayer de même faire accroître le nombre de visiteurs sur notre territoire, ça ne peut être que bénéfique également pour les populations locales. Donc, j'aimerais remercier Stéphane Daudelin, conseiller en développement touristique à la MRC Maria Chapdelaine. Ça me fait plaisir. Moi aussi, moi plus. Et Patricia Cahouette, coordonnatrice au développement touristique pour Tourisme Dolbeau-Mistassini. Merci beaucoup. C'est précieux ce que vous faites pour nous. Merci. Continuez. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Oui, et merci à vous de nous avoir écoutés. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine.